Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge. Nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série dédiée aux troubles du spectre de l'autisme, rendue possible grâce au site autismetsommeil.fr. Il s'agit d'un site d'information à destination des familles d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme, TSA, et des professionnels de santé s'occupant de ces enfants. Son objectif est de leur apporter les informations et les outils facilitant la prise en charge des troubles du sommeil. Au sein de cet épisode de Chronique, nous explorons le parcours de Betty, une mère de 2 enfants, Oscar, 6 ans, et Merlin, 3 ans. Au cœur de cette histoire réside la découverte d'Oscar, un enfant extraordinaire avec un trouble du spectre de l'autisme. Oscar, ce petit garçon toujours souriant, un rayon de soleil qui illumine la vie de sa famille, semblait au départ suivre son propre rythme de développement. Ses premiers pas et ses premiers mots ont pris un peu plus de temps, mais Betty et son conjoint ne se sont pas inquiétés outre mesure, comprenant que chaque enfant grandit à son propre rythme. Oscar était la preuve vivante que la pression pour atteindre des objectifs à des âges spécifiques n'était pas nécessaire pour chaque enfant. À l'âge de 2 ans, Oscar rejoint la crèche. En janvier, le médecin de la crèche a émis des préoccupations quant à son développement et a suggéré que des tests soient effectués pour approfondir la question et prévenir d'éventuelles difficultés à l'école. C'est à ce moment que Betty a commencé à réfléchir à la possibilité de l'autisme. Le médecin de la crèche a guidé Betty et son conjoint vers un centre médico-psychologique, CMP, spécialisé dans les enfants de moins de 3 ans. Là-bas, un pédopsychiatre a pris en charge Oscar, réalisant un bilan en collaboration avec un orthophoniste et un psychomotricien. Les résultats de ce bilan ont confirmé les soupçons initiaux. Oscar avait bel et bien un trouble du spectre de l'autisme. C'est à ce moment que les questions ont commencé à affluer pour Betty et son mari. Est-ce qu'Oscar avait un retard intellectuel ? Serait-il autonome ? Aurait-il des amis ? Comment va se passer son parcours scolaire ? Est-ce qu'ils pourront continuer à travailler ? Quel serait leur rôle d'aidant ? Le rythme scolaire s'est avéré être un réel défi pour Oscar. Mais grâce à une préparation minutieuse et au soutien de sa famille, il a pu s'adapter aux nouveautés du parcours scolaire. Dans cet épisode, nous abordons les différentes démarches que Betty et son conjoint ont pu faire afin de faciliter l'apprentissage et la scolarité d'Oscar. Je vous laisse découvrir ce témoignage et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Betty, merci d'accepter de pouvoir témoigner sur Chronique, le podcast de Mapato. Je voudrais commencer le podcast pour que tu puisses te présenter un petit peu et puis présenter ta famille. Alors bonjour, je m'appelle Betty, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, Oscar 6 ans et Merlin 3 ans. Et Oscar a la spécificité d'avoir un trouble du spectre de l'autisme. Super. Est-ce que tu peux nous raconter justement un peu le parcours d'Oscar et puis de savoir quel petit bébé c'était En fait, Oscar, c'était un enfant qui était toujours souriant, toujours heureux. Il était assez facile, il pleurait pas beaucoup, il pouvait rester 1 heure dans son lit sans nous appeler. Enfin, c'était vraiment l'enfant facile, quoi, et assez solaire, qui adorait rencontrer des gens. Voilà, c'était un petit bébé facile à vivre. À quel moment, toi ou ton conjoint, vous vous êtes posé peut-être des questions justement sur Oscar ? En fait, à aucun moment. Oscar avait un petit décalage dans son développement. Il était un peu tardif pour faire ses premiers pas, un peu tardif pour dire ses premiers mots, pour mettre les bonnes formes, le triangle dans le triangle, le carré dans le carré. Mais comme il y arrivait toujours au final, avec peut-être 6 mois de décalage, et que c'est notre premier enfant aussi, j'entendais beaucoup, chaque enfant a son rythme, faut pas se mettre la pression sur un âge déterminé pour marcher, parler. Je me disais que c'était normal en fait, et voilà, il était un peu décalé par rapport à je veux dire la norme de ce qu'on est censé faire à tel âge, mais il n'y avait pas de
il y avait pas de questionnement de notre part. Voilà, on avait un petit enfant heureux et qui grandissait bien. Donc Ce qui était le principal. voilà, c'était pas un enfant qui avait des signes fort, on va dire, de je regarde pas dans les yeux, j'aime pas qu'on me touche. C'était pas du tout ces choses-là. Ça a été par la suite, on en parlera, mais en fait des signes assez faibles qu'on pouvait pas nous deviner en étant parents d'un premier enfant. Dans ton suivi, quand tu voyais peut-être le pédiatre ou le médecin, ils se sont pas posé la question forcément sur, par exemple, l'histoire sur les triangles, les carrés, c'était chacun son rythme et puis on voit. Oui, 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 il y avait rien qui était une évidence. Et d'ailleurs, quand il a été diagnostiqué, maintenant on va voir les médecins et qu'on dit voilà, il a des troubles du spectre de l'autisme. Euh, chez certains médecins, les vieux médecins de campagne qui disent oh vous êtes sûr, c'est quand même à la mode, tout le monde a quelque chose maintenant. Enfin, même en voyant l'enfant, il questionne un peu le diagnostic. Donc Quand et comment est arrivé le diagnostic d'Oscar? alors en fait, il faut savoir qu'Oscar est entré à la crèche à 2 ans, donc l'année avant son école, donc avant il était en nounou. Euh, et on a eu une alerte en janvier du médecin de la crèche qui voulait nous voir. Alors moi, je pensais que c'était un peu le rendez-vous que tous les parents avaient, donc j'y suis allée toute gaiement, en disant bon, on va faire un petit bilan sur mon fils, est-ce qu'il va bien et tout. Euh, et en fait, je m'y attendais pas du tout. Et quand le médecin nous a dit, ben voilà, je voulais vous voir parce que Oscar a des retards de développement et il faudrait faire des tests un peu creusés pour comprendre et voir de quoi il s'agit parce que sinon on pense que l'école sera difficile pour lui. Donc là, on tombe des nues. J'ai quand même assez vite pensé à l'autisme, même si j'y connaissais rien, mais j'ai posé la question, vous pensez qu'il a des troubles du spectre de l'autisme? Et un peu la réaction tout de suite a été non, non, je pense pas, il est très sociable, il aime les autres, il est, il adore être en contact avec les autres, donc non, non, on pense pas que c'est ça. J'ai quand même regardé, la médecin avait listé des choses si vous voulez, avec des petits signes. Et comme je veux dire, c'est des signes faibles, c'est-à-dire ils pointaient pas du doigt, ils jouaient pas à des jeux d'imitation qui sont genre la dinette, le docteur. Donc bon, bah moi je pensais juste qu'il aimait pas la dinette, mais en fait c'est des étapes de développement d'un enfant classique qui veut le faire semblant. Donc il faisait pas ce genre de jeu. Il avait envie d'être en contact avec les autres enfants, mais il s'y prenait un peu mal. Et il n'arrivait pas trop à se repérer dans l'espace. Et c'est peut-être le trouble qui était, on va dire, le plus évident, c'est qu'il faisait de l'écholalie, qui en fait, quand il parlait, c'est en fait le fait de répéter les mots. Euh, si je donne un exemple, il créait pas ses propres phrases, on va dire qu'il parlait en faisant du copier-coller. Toujours à propos, toujours ça collait bien, mais il faisait pas ses phrases. Par exemple, quand il avait bu, il nous disait ah t'as tout bu, t'avais soif. C'était quelque chose qu'on lui avait dit et c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Ah, regarde, maman, j'ai tout bu, j'avais soif, mais la façon dont il l'exprimait, c'était un peu copier-coller de ce qu'on disait. Si on lui disait, tu veux une pomme ou une poire, il répétait toujours le dernier mot. Donc, et que si on inversait, voilà. Donc, c'était ces petits signes-là. Et quand voilà, j'avais la liste un peu, parce que la médecin de la crèche avait fait vraiment les choses bien en notant tout ce qu'ils avaient remarqué pour les professionnels qui derrière pouvaient faire un diagnostic pour Oscar. Donc j'ai commencé à regarder sur internet et en fait ça cochait quand même pas mal de cases du trouble autistique. Donc je me disais, donc, mon mari était genre mais non. Enfin, ça veut pas forcément dire ça, tu peux pas tout regarder sur internet, mais je gardais, il n'était pas diagnostiqué, mais je gardais quand même ce petit point en moi en me disant, quand même, il y a quand même des rapprochements sur ce qu'on dit pointer du doigt, l'écolalie, les jeux d'imitation.
La médecin de la crèche nous a orientés vers un CMP spécialisé dans les enfants de moins de 3 ans, parce que souvent les CMP, ils traitent à partir de 3 ans, et donc la petite enfance, il n'y en avait pas beaucoup, c'était le CMP de Gennevilliers. Et tu peux expliquer justement ce que c'est un CMP? Alors, c'est un centre médico-psychologique. En fait, il y en a dans toutes les villes. Il y a un CMP. C'est gratuit pour les familles. Ça veut aussi dire qu'il y a une longue attente pour avoir des rendez-vous. Et en général, c'est des centres où ils ont des pédopsychiatres, des orthophonistes, des psychomotriciens, et ils aident à accompagner les enfants qui ont des difficultés. Alors c'est pas forcément le trouble de l'autisme, mais ils accompagnent les familles euh, pour diagnostiquer et aider justement à accompagner ces enfants voilà, sur la prise en charge. Donc nous là on avait une pédopsychiatre qui était spécialisée dans la petite enfance. On a fait à ce moment-là beaucoup de rendez-vous. Elle nous a demandé de faire un bilan orthophonique, un bilan psychomotricien. Et la pédopsychiatre, elle commençait à évoquer les troubles du spectre de l'autisme, mais elle n'était pas sûre d'elle. Elle avait quand même besoin qu'on fasse plusieurs rendez-vous. Elle n'était pas convaincue, un peu comme la crèche, parce que c'était un enfant social qui rentre en contact avec les adultes très facilement. Finalement, c'est l'orthophoniste qui a été la plus claire, où dès le premier rendez-vous, quand on lui expliquait un peu les comportements d'Oscar, elle nous a dit votre description, elle me fait penser à un enfant avec des trucs de l'autisme avec lequel je travaille. Donc là, en fait, le mot était lâché. Pour elle, c'était une évidence et le bilan allait confirmer. Donc, mon mari a pris conscience à ce moment-là que le diagnostic se rapprochait. Et puis, en fait, dans son bilan, elle a mis présente des troubles du spectre de l'autisme, et la pédopsychiatre a emboîté le pas sur le diagnostic. Elle avait besoin évidemment d'avoir l'avis de plusieurs professionnels pour aussi se faire son avis, mais il y avait des petites choses qu'on lui racontait, comme le fait que quand il faisait une petite crise, il était au milieu de la rue. Ce qui le rassurait, c'est qu'on compte. On faisait 1, 2, 3, 4, et d'un coup, il se calmait. Donc voilà, il y a des petits signes comme ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on était en juillet. Donc l'alerte de la médecin de la crèche était en janvier. On a eu assez vite un rendez-vous en fin février, je crois, et le temps de faire tous les bilans, parce que des bilans, c'est 3 à 4 rendez-vous pour chaque chose, on était amené en juillet. Et j'avais une chance inouïe, c'est qu'en fait, j'étais en congé maternité. Ce qui veut dire que j'ai pu faire facilement des rendez-vous le mardi à 15h, le jeudi à 10h, enfin des horaires qui, si je travaillais, auraient pas du tout été confortables. Et ça aurait peut-être pas pris 3 à 4 mois, en fait. Ça aurait sûrement pris, je pense que pour beaucoup de familles, entre le moment où il y a une alerte, un signalement qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, et le moment où on a le diagnostic, il peut se passer énormément de mois. Oui, parce qu'en fait, pour trouver une orthophoniste, il y a 1 an d'attente en Île-de-France, et je suis gentille en d'attente. Mais moi, comme j'étais flexible dans mes jours et même dans les lieux, c'est-à-dire que j'allais 1 heure et demie pour aller chez l'orthophoniste. Donc, j'avais cette flexibilité du congé maternité qui a pu faire qu'on était tout en accéléré. Et c'est quand même un point où, voilà, comme je disais, les rendez-vous pédopsychiatres, il y en a 5, 6, orthophonistes 4, psychomotricien 4, c'est C'est ça. lourd, quoi. C'est lourd. Ouais, c'est très lourd, ouais. Et justement, à ce moment-là, vous avez le diagnostic. Toi, tu avais peut-être un peu préparé le diagnostic, tu avais regardé sur internet. Ton conjoint, qui était pas du tout dans cette phase-là, du coup, comment ça s'est passé justement pour vous un peu les impressions de digérer ce diagnostic, et est-ce que vous avez eu des peurs justement à ce moment-là? En fait, même si on le sait, qu'on a au coin de sa tête, on sait que ça va arriver, c'est quand même un monde qui s'effondre. C'est-à-dire que là, c'est écrit, il n'y a pas le choix. On sait que c'est un handicap, donc déjà, c'est bête, mais faut accepter de se dire, en fait, j'ai un enfant qui a un handicap.
n'imagine pas ça quand on va avoir des enfants. Quand c'est le premier, on projette beaucoup de choses. Et là, il y a le moment où il faut le digérer. Donc oui, ça prend un petit peu de temps, même si on est préparé, même si on l'a vu venir. Et la plus grande peur pour moi, ça a été est-ce qu'il a un retard intellectuel? Parce que en fait, bon, alors je crois que les chiffres sont pas forcément vrais, ils sont assez comment dire, remis en question aujourd'hui, mais on dit que 60%, 70% des enfants avec trouble de l'autisme ont un retard intellectuel. Donc, en effet, Oscar avait un retard de développement, mais on ne savait pas si, voilà, intellectuellement, on ne savait pas si intellectuellement il allait pouvoir apprendre comme tous les enfants. Donc, et qu'est-ce qu'il va pouvoir attendre? Quelle va être sa limite, en fait, s'il a un retard intellectuel? Est-ce que j'aurai un enfant qui va pas être autonome sur beaucoup de choses? Est-ce que voilà, enfin la vie bascule en fait à ce moment-là. Et puis des choses. Est-ce qu'il va réussir à avoir des amis dans sa vie? Comment va se passer l'école? On était juste avant l'école. Et voilà, l'autonomie, c'est quand même un sujet qui nous habite, mon mari et moi toujours. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, tout ce sur quoi on travaille, c'est lui donner le plus de clés possible pour que dans la vie, il puisse s'en sortir et donc être autonome, de se dire que plus tard, il va trouver un, un emploi, est-ce qu'il va pouvoir se faire des amis, voyager, et c'est pas gagné en fait. Donc tout ce qu'on fait, c'est ce qui est c'est pour l'autonomie. Et l'autre peur, c'était aussi par rapport à notre travail, c'est-à-dire là d'un coup, on se retrouve face à une montagne. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'accompagner? Est-ce qu'on va pouvoir garder un travail, mon mari et moi, à temps plein? Est-ce que voilà, je vais être une aidante? Enfin, tout ça, ça vient assez vite. Est-ce que vous avez été accompagné pour le parcours d'Oscar et quels sont un peu les professionnels de santé qui le suivent actuellement? On a eu une chance. On a eu une chance parce qu'on connaissait des gens qui étaient éducateurs spécialisés. Et assez vite, on a voulu lui parler. Donc c'est ça, on commence à regarder dans l'entourage qui a des enfants avec le trouble de l'autisme, pour un peu aller au-delà d'Internet. Et on a rencontré donc voilà une éducatrice spécialisée qui nous a orientés vers une de ses amies qui était professionnelle euh, diplômée des méthodes ABA, Denver, qui sont c'est une analyste comportementale, c'est ça le nom officiel. Et en fait, il faut savoir que c'est des méthodes c'est les seules qui sont approuvées comme ayant un effet sur les enfants. Donc c'était quelqu'un de très très pointu sur l'autisme qui nous a dit, alors ça fait très peur, elle nous a dit bon là, vous avez une chance inouïe, c'est qu'il a été diagnostiqué tôt. Il faut savoir que le cerveau d'un enfant, jusqu'à 6 ans, il est quand même assez perméable, il est en construction. Alors ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a rien qui peut être fait, mais là, vous avez une fenêtre de tir où il faut mettre le paquet parce que en fait après ça sera plus long et plus difficile. Des changements que vous voulez faire adopter, des comportements qu'on veut améliorer, à 8 ans, on n'apprend pas aussi vite qu'à 3 ans. Donc là, c'était un peu le pistolet sur la tempe. Là, vous avez 3 ans pour mettre le paquet. Donc, faites le maximum et attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas formés, mal formés, qui se disent, pas forcément spécialistes, mais qui disent oui, j'ai fait une formation, mais en fait, c'était une formation d'une semaine ou de 3 jours. Là, cette personne, en l'occurrence, elle avait fait un diplôme de 3 ans, où pour le valider, il faut faire 700 heures. Enfin, c'était quelque chose Ouais, très cadré, ouais. voilà, très cadré. Elle nous a donné la liste des gens qui avaient justement qui avaient ce diplôme-là. Bon, faut savoir que dans l'Île-de-France, il y en a 15. Donc, autant vous dire que ça se trouve pas facilement. Donc,
nous, assez vite, on a vu avec les bilans qu'il avait besoin d'orthophonie, qu'il avait besoin de psychomotricien. Donc Oscar, aujourd'hui, il a une séance par semaine d'orthophonie, une séance par semaine de psychomotricité. Il voit une psychologue à peu près tous les 15 jours au CMB. Et le plus important, c'est en fait, on est justement à la recherche de ces professionnels, parce que la personne qu'on avait ne pouvait pas nous accompagner, de professionnels qui connaissaient les méthodes ABA Denver. Il faut savoir que Denver, enfin peut-être que les parents d'enfants qui ont un enfant avec un trouble de l'autisme connaissent ABA, c'est des accompagnements sur le comportement qui jouent beaucoup sur la neuroscience, enfin, qui se basent sur la neuroscience et qui jouent sur la répétition et la récompense. Denver, qui est moins connu, en fait, c'est la version pour les 0-5 ans. Ok, d'accord. Et, c'est très important. Donc là, pour trouver des gens qui connaissaient ça, on est passé par une association de notre région où on a trouvé justement cet accompagnement avec une superviseure qui le voit une fois par mois et une éducatrice spécialisée qui le voit 2 fois par semaine, une après-midi à l'école et une matinée à la maison. Et c'est ça qui, en fait, est le plus, qui on va dire l'accompagnement le plus important pour nous, parce que donc la superviseure, si vous voulez, elle met en place des objectifs, des petits objectifs. Donc ça peut être lancer un ballon, même si ça va être plus de l'ordre de la psychomotricité, mais ouais, tenir la main dans les couloirs à l'école pour se mettre en rang 2 par 2, réussir à travailler en autonomie plus de 5 minutes. Et en fait, il y a ces objectifs. Et ensuite, l'éducatrice, elle met en place des exercices avec la répétition pour réussir à répondre à ces objectifs. Et tous les mois, on revoit les objectifs. Ça, c'est acquis. Ça, c'est un cours d'acquisition. Ça, c'est pas acquis. OK. Si c'est acquis, on passe à un objectif suivant. Et il y a une trentaine d'objectifs. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a le travail à l'école qui permet d'observer les choses sur lesquelles l'enfant peut avoir des difficultés, même scolairement. Même si c'est la maternelle, il y a quand même des choses qu'on apprend en graphisme, les lettres, tout ça. Et pouvoir travailler ce qui fonctionne pas à la maison. Renforcer justement les difficultés de l'enfant, tester des choses aussi pour les mettre en place à l'école, par exemple des scénarios sociaux. Voilà, forcément, Oscar, une des plus grandes difficultés, c'est l'école, les interactions avec les autres enfants. Savoir jouer, savoir solliciter l'autre enfant sans lui taper dessus, lui tirer, lui arracher son jouet. Bon ben ça, c'est on travaille et le scolaire et les comportements pour après les mettre en place à l'école. Donc c'est un peu une boucle vertueuse et qui permet d'avancer petit à petit. On prend pas tous les problèmes d'un coup, on essaie d'y aller par palier. Mais ça, c'est payant. Ça coûte extrêmement cher. Et on va dire que nous, on a fait le choix de se dire que... Enfin, on avait aussi la possibilité de le faire parce qu'on gagnait assez bien notre vie pour le faire. C'est-à-dire que c'est pas... c'est vraiment un gros coût dans notre budget, mais c'est aussi ce qui a le plus de résultats aujourd'hui et d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre à nos questions voilà, c'est notre premier enfant et il y a plein de comportements qu'on n'explique pas et on a besoin de quelqu'un qui nous décode qu'en fait là il hurle, ben c'est pas qu'il veut hurler, mais c'est qu'en fait il y a un changement et que le changement ça se prépare et que s'il hurle au milieu de la rue, c'est pas qu'il a envie il est capricieux, c'est que en fait on lui a pas expliqué visuellement qu'on allait l'amener à tel rendez-vous. Et ça nous change la vie aussi dans nos interactions avec l'enfance et l'école et la maison.
Il y a une dernière chose qu'on a faite au CNP qui est un groupe d'habilité sociale, c'est-à-dire c'est avec 3 enfants qui ont le spectre de l'autisme, et c'est justement pour qu'ils apprennent à interagir avec les autres. Mais ça, on va l'arrêter, pas parce que c'est pas bien, mais parce que en fait, on a gardé nos emplois à plein temps, et que là, c'est la dernière chose que j'arrive pas. J'arrive pas à mettre dans mon emploi du temps, et mon mari non plus. Donc, orthophoniste, psychomotricienne, psychologue et supervision avec analyse comportementale et éducatrice spécialisée, c'est déjà assez lourd pour le caser dans son quotidien. Et le dernier, le groupe d'habilité sociale, j'y arrivais pas. C'est dans les horaires, ça collait pas. Donc c'est un peu avec peine que je renonce à celui-là, parce qu'on aimerait bien toujours en faire plus. Ouais, ouais, c'est sûr. Et t'en parlais déjà un petit peu, mais justement, quelles ont été un peu les démarches, les aménagements que vous avez dû mettre en place pour son arrivée à la maternelle Donc on a été Donc le diagnostic est tombé en juillet, puis il y avait les vacances, donc on a fait un dossier à la MDPH pour justement avoir une aide. Donc on a demandé une place en CESAD avec la pédopsychiatre n'était pas convaincue que ça soit pour Oscar, et fast forward, on l'a eu la place en CESAD et on s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Donc voilà, et on a demandé une AESH, c'est-à-dire l'accompagnement d'une personne à l'école, et des aides aussi, mais ça on l'a pas eu. Enfin pas eu plus que le minimum de l'allocation enfant handicapé. On a fait le dossier en septembre, on a eu le OK sur la AESH en décembre, et avec l'alignement des planètes, l'école a recruté une AESH pour Oscar en janvier. Oui, donc ça allait très vite, quoi. Ça allait très vite en petite section de maternelle, et ce qui est, l'écho qu'on a eu, la directrice de l'école, elle nous a dit, c'est la première fois de ma carrière que je vois une AESH en petite section de maternelle. D'accord. Et c'est dû, je pense, à 2 circonstances. C'est une partie, un peu de chance quand même, ils ont réussi à recruter, et le fait que dès qu'on a eu le diagnostic, on s'est pas posé de questions, on a fait tout de suite les dossiers. Et ce que la directrice de l'école nous partageait, c'est que pour les parents, il y a quand même du temps à accepter que son enfant est handicapé, c'est quand même la MDPH, c'est la maison des personnes handicapées, donc c'est une étiquette qui est quand même qu'il faut accepter. Donc le temps de l'acceptation, de dire mais non, mon enfant il a pas de problème, ou non mais c'est pas ça, il est juste un peu hyperactif, ou il est sensible. Donc d'accepter le diagnostic pour après faire les démarches, tout ça, c'est des choses qui prennent parfois toute la maternelle en fait. Mais on a eu les bonnes personnes qui nous ont dit, vous mettez le paquet maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc c'est là où en fait on s'est dit ok, on met le bulldozer et on y va, on se pose pas 10 000 questions. En vrai, s'il était mal diagnostiqué, il avait quand même besoin d'un accompagnement, d'une aide. Si des gens ont signalé que par rapport aux autres enfants, il aura des difficultés à l'école, qu'importe l'étiquette qu'on lui met, là il a besoin d'aide, donc allons-y. Et ça c'est la partie administrative et accompagnement. On nous a gentiment fait comprendre que ça serait peut-être bien qu'on garde Oscar l'après-midi, en petite section en tout cas, parce que il faut savoir que c'est très dur l'école pour ces enfants-là. On l'avait un peu sous-estimé, nous, sur à quel point c'est dur pour ces enfants. Parce que en fait, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de chants, il y a beaucoup de choses qui sont innées pour les enfants, qui ne sont pas pour eux. Donc c'est des efforts. Donc, en fait, ils sont extrêmement fatigués, même s'ils font pas forcément ils courent pas dans tous les sens, mais la sollicitation de leur cerveau est vraiment ce que notre cerveau fait un peu en mode automatique. Leur cerveau le fait pas. Donc il y a une fatigue intellectuelle qui est énorme. Et même les professionnels nous ont dit c'est quand même bien pour les enfants qui ont des troubles de l'autisme de faire des demi-journées au début, parce que c'est dur. Nous, on n'avait pas le choix. Parce que,
on va dire que on a pris le parti de se dire, il fera l'école en entier. Il finissait même pas à 16h30, à 17h30 il faisait même le centre de loisirs après parce que derrière pour les nounous aller chercher l'enfant voilà c'était compliqué et et en fait c'était soit on gardait notre travail mais je pourrais plus me mettre à mi-temps. Mais si je me mettais à mi-temps, j'aurais pas pu offrir l'éducatrice spécialisée que je paye très très cher. Donc c'est un arbitrage. Soit c'est mon temps et donc c'est je me mets à mi-temps et c'est moi qui fais beaucoup de choses pour accompagner Oscar. Soit je fais un travail à plein temps avec des aménagements pour tous les rendez-vous. Mais à ce moment-là, je peux payer des professionnels c'est le métier pour l'accompagner. Donc, on va dire que c'était dur pour lui, l'école, donc on n'a pas tant aménagé que ça. On se disait aussi, en fait, vaut mieux qu'il s'habitue tout de suite. On, on ne veut pas qu'il ait une scolarité en pointillé, donc on va faire en sorte qui s'habitue, ça va être dur au début, mais il va s'habituer et il s'est habitué. Après, quand même, on s'est rendu compte que notre enfant n'avait pas de retard intellectuel. C'est un enfant avec des troubles de l'autisme plutôt légers. Là, on est en train de voir pour faire des tests un peu plus poussés, mais c'est évidemment des parents qui ont des enfants qui sont plus lourdement handicapés où c'est plus difficile. Là, l'école à temps plein, c'est même pas une option. Voilà, nous c'était une option, c'est-à-dire on savait qu'il allait un peu souffrir et qu'il fallait que l'école soit, on va dire, qu'il soit compréhensif. Mais voilà, c'était financier versus temps, quoi. C'était à peu près ça. C'est ça. Et comment le corps enseignant et les enfants ont accueilli Oscar du coup? En fait, on s'est rendu compte que l'école, c'est un peu une boîte noire. On a mis du temps à avoir une relation avec la directrice de l'école, avec l'AESH. C'était donc a priori ils ont bien accueilli. Moi, je savais pas trop les quand je demandais des aménagements en fait pour l'orthophoniste, la psychomotricienne, évidemment, c'est pendant les temps un peu de classe. Donc, je marchais un peu sur des œufs, sur est-ce qu'ils vont l'accepter de le prendre à 9h15 et pas à 8h30, de le reprendre à 14h et pas à 13h30. Donc, je savais pas trop comment ça marchait l'école, ce à quoi j'avais droit, pas droit. Et finalement, évidemment qu'ils ont dit oui à tout. Donc, j'ai pas eu de conflit avec l'école. Mais j'ai trouvé que c'était un peu boîte noire dans le sens où, par exemple, la ESH, c'est un peu au détour d'une conversation que j'ai appris qu'elle avait été recrutée. Je savais Ok. qu'ils en recrutaient une. Et puis là, on pose un peu des questions sur l'emploi du temps d'Oscar. Et je dis oui, ça va être important quand vous aurez l'AESH. Ah non, mais ça fait 2 semaines qu'elle a commencé. Ah bon, bah merci de me le dire. Ah oui, d'accord. Ok, Parce qu'en fait, ça peut quand même décrypter certains comportements de l'enfant à la maison. En c'est fait, il a ça. quelqu'un qui l'aide. Donc moi, il faut me le dire, ça. Euh, donc, euh, on va dire qu'on a bataillé pour qu'il y ait beaucoup d'échanges avec l'école, parce que c'était pas a priori ce qu'ils faisaient, même avec la maîtresse, d'avoir un peu des feedbacks de la maîtresse. Enfin, alors ça dépend des maîtresses. Il y en a qui ont envie de partager et qui vont dire oh, attention, elle a été très difficile aujourd'hui. Et d'autres qui n'ont pas envie de partager. Alors, je comprends aussi que ça dépend des parents aussi, hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des parents qui font beaucoup de reproches à l'école, donc l'école un peu se protège. J'ai l'impression que ils étaient beaucoup plus ouverts les années de mon enfance qu'aujourd'hui, mais je pense qu'ils se protègent énormément de ce qu'il y a quand même. Ils sont beaucoup attaqués et donc ils n'ont pas forcément envie de tout dire. Mais nous, c'était important qu'il y ait une relation de confiance. Et je l'ai appris plus tard. Euh,
ils nous ont beaucoup remercié en fait d'avoir mis en place tout ça pour Oscar, Chouette. d'avoir très vite d'avoir fait les dossiers très vite et tout ça parce que c'est leur plus gros problème en maternelle en tout cas, c'est des enfants qui sont pas diagnostiqués, des enfants qui sont pas diagnostiqués, des enfants euh, qui sont qui ont le diagnostic, mais les parents veulent pas l'accepter, donc les mises en place qui sont tardives, parce que eux c'est très dur pour une maîtresse d'école qui a 25 enfants, parfois plus, et il y a un enfant qui est pas accompagné. Et qui a des comportements qui sont difficiles, qui demandent une attention tout le temps, alors que la maîtresse essaie de mettre en place des choses dans sa classe. En fait, c'est un enfer pour eux ça. Donc, nous, on l'a fait pour notre fils parce qu'on voulait qu'il soit accompagné, mais en fait, ils nous ont remerciés dans le sens où il faudrait que tous les parents puissent, dans la mesure de leurs moyens, puissent accompagner les enfants parce que pour leur bien-être à eux dans la classe, parce que ça devient presque de la garderie quand l'enfant n'est pas accompagné. Et pour la classe, pour aussi qu'ils puissent apprendre. Il nous disait, nous, on se retrouve dans un rôle de garderie alors qu'on a un rôle pédagogique. Nous, c'est de faire grandir les enfants, de leur apprendre des choses. Et un enfant accompagné, on peut lui apprendre des choses. Un enfant qui n'est pas accompagné et qui a des troubles qui empêchent de répondre facilement, la maîtresse, elle peut pas tout faire. Donc finalement, ça a été bien accueilli. Pour les autres enfants, ça a été un peu, en maternelle, ils sont quand même bienveillants. C'est-à-dire que je pense que c'est plus dur. Là, j'ai un peu peur du CP pour justement l'interaction avec les enfants. Donc, ils sont a priori bienveillants. Mais il y a quand même besoin qu'on leur explique des choses. L'éducatrice spécialisée faire 2-3 interventions dans la classe pour expliquer en quoi Oscar était différent, pourquoi il réagit de la façon dont il réagit, en quoi il a besoin d'aide. Si vous voulez, idéalement, l'enfant peut être avec sous la bienveillance d'autres enfants de sa classe, peut faire plein de progrès aussi, c'est-à-dire ah oui, il a des difficultés à mettre son manteau, et les enfants vont naturellement l'aider à mettre son manteau, lui dire non, Oscar, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est par là. Il y a quand même une solidarité d'enfants qui se fait, mais il y a besoin de l'intervention de gens, d'adultes et de professionnels pour leur décrypter. Parce que oui, en effet, Oscar, parfois, il peut hurler ou il peut taper parce qu'on lui a hurlé dans l'oreille, mais parce que il est hypersensible, donc il y a des réactions qui sont normales. Maintenant, ça fait quand même toujours bizarre quand son enfant rentre à la maison en disant moi je suis handicapé, ou d'aller dans des sorties scolaires et d'entendre les autres enfants dire oui Oscar il est handicapé, Oscar il est handicapé. C'est pas forcément par méchanceté, mais il y a besoin. Ils le savent, les enfants, ils l'apprennent, donc il y a besoin d'en parler, il y a besoin de décrypter tout ça. Ça sert à rien de les laisser dans le noir, parce que c'est encore pire. Si on revient un peu sur la partie scolaire et au sein de l'école, l'AESH, elle est seulement dédiée à Oscar ou elle peut être dédiée aussi à d'autres enfants, et quels sont un peu ses rôles justement? En fait, déjà, c'est la MDPH qui décide si l'enfant a le droit à une aide individuelle ou une aide partagée. Oscar avait le droit à une aide individuelle. Dans la réalité des choses, il y a une vraie pénurie d'AESH, c'est très très compliqué. Donc même si en théorie il a le droit à quelqu'un 24 heures sur 24, l'école voit en fonction des enfants, il y a 2 enfants qui ont besoin d'une AESH et ils ont réussi à en recruter qu'une, ils partagent un peu le temps et ils font les arbitrages eux en fonction de l'enfant, de ses besoins, de son accompagnement, et aussi parce qu'il y a des enfants qui sont pas là à temps plein. Moi, Oscar, il y a une matinée où il est pas là, donc il est à la maison avec son éducatrice spécialisée, donc c'est le moment où l'AESH peut accompagner un autre enfant. Donc même si en pratique ça peut être individuel ou partagé, en théorie, pardon, en pratique, c'est souvent partagé. Pour aider le plus d'enfants possible. Et
partager, c'est vraiment on va dire, au bon sens de la directrice de l'école et des maîtresses pour aménager les temps. Enfin voilà, je sais pas, là c'est peut-être sport, enfin c'est peut-être motricité avec des parcours, peut-être que il y a moins besoin d'accompagnement qu'un autre temps. Donc voilà, c'est à la discrétion, on va dire, et le bon sens de l'école. Son rôle, elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses au niveau scolaire et accompagnement. En gros, elle est là pour aider l'enfant pour qu'il puisse avoir des apprentissages. Moi, Oscar, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas de retard intellectuel parce qu'à partir du moment où il a eu AESH, en fait, peu normalement, il y arrivait au même titre que les autres enfants. Donc son plus grand problème, c'était la concentration. L'AESH, elle est là pour l'aider. Si la maîtresse donne une consigne à tous les enfants, l'AESH, elle va aider Oscar à lui redire la consigne, à le repréparer, à l'aider à pas s'éparpiller pour qu'il puisse faire l'exercice. Parce que si la maîtresse donne la consigne à tous les enfants en disant maintenant prenez le crayon rouge et faites un rond, il va prendre le crayon rouge et puis il va voir quelque chose passer, entendre un bruit et c'est fini, il a oublié qu'il devait faire le rond. Donc là, en effet, il n'a pas appris, mais c'est pas qu'il n'est pas capable de faire le rond. Et il doit s'entraîner à bien le faire. Et ça, quand il y a une AESH qui lui dit Oscar, qu'est-ce que tu dois faire? Répète-moi, elle aide à formaliser les consignes, à écouter. Donc ça va être, on va dire, un des rôles. Il faut pas oublier que moi, les troubles de l'attention, il y a une vraie différence dans les cinq sens pour les enfants avec des troubles de l'autisme. Alors, il faut savoir quoi. Moi, je sais, Oscar, le bruit, c'est sûr, la vue, je suis pas sûre, mais le toucher, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ils peuvent être hypersensibles ou hyposensibles. C'est-à-dire des enfants, si c'est la vue, qui peuvent être très très sensibles à la lumière, ou au contraire, ils ont besoin de beaucoup de lumière. Moi, je sais que c'est le bruit. Et ce que je donne toujours comme exemple, c'est en fait, notre cerveau, il filtre. Les personnes qui vont écouter le podcast, ils entendent ma voix, ils entendent votre voix, mais il y a peut-être un bruit de fond dehors, il y a peut-être, je sais pas, leur chat qui marche à côté, mais ça reste des bruits secondaires parce que le cerveau a fait un filtre. Si tout est mis au même plan, on peut comprendre qu'en fait, le chat qui marche, on se retourne, on le regarde, la feuille qui tombe dehors, on la regarde. On a tous entendu parler des personnes extraordinaires qui ont une mémoire photographique, qui voient quelque chose une fois, qui sont capables de redécider tous les petits détails de, je sais pas, la bouche d'égout au lampadaire, au panneau. Mais en fait, la raison, c'est que leur cerveau n'a pas fait le filtre. Quand on regarde quelqu'un, le fond, il est flou. On peut changer son regard avec son attention, mais c'est volontaire ou parfois volontaire s'il y a quelque chose qui attire notre attention. Mais notre cerveau, il met pas tout au premier plan. Si le cerveau met tout au premier plan, là, d'un coup, moi, je comprends mon enfant où on lui dit prends le crayon rouge et en fait, il voit la petite mouche, le petit truc. Il entend l'enfant dire en plus loin qui est en train de couper avec un ciseau. Donc oui, en fait, il est perdu. Donc c'est souvent les enfants où les consignes, c'est très dur. C'est un entraînement qu'on fait avec l'éducatrice spécialisée d'essayer de travailler à la double consigne et la triple consigne. C'est-à-dire que pendant longtemps, Oscar, c'était prends le papier, mets-le à la poubelle. Il peut prendre le papier et pas le mettre à la poubelle, quoi. Ou alors va dans la pièce, éteins la lumière. Il va soit éteindre la lumière, soit aller dans la pièce. Mais en fait, parce qu'il a oublié la consigne sur le moment où il se dirige vers la chambre, il va oublier qu'il devait éteindre la lumière. Et on voit donc tout ça, c'est pour dire que ça se travaille. Donc l'attention. Aussi l'AESH, elle est là pour être capable de juger quand l'enfant tient plus, en fait quand c'est trop dur pour lui, parce qu'il peut pas suivre exactement tout le planning qui est prévu de la maîtresse. Il y a des moments où il y a des regroupements. Et là, au bout d'un moment, l'enfant il tient plus, il a envie de bouger, c'est stérile, l'apprentissage est stérile. Donc là, la VSH, elle peut décider, allez, viens avec moi, on va lire un petit livre sur le côté
viens, on va sortir, arroser des petites plantes, on va faire un petit tour dans la cour de récré, parce qu'il y a aussi beaucoup de moments d'émotion qui sont très durs à gérer. La gestion des émotions, c'est un gros sujet pour tous les enfants, mais c'est exacerbé pour un enfant avec des troubles de l'autisme. Donc quand elle voit que Oscar, je sais pas, peut-être qu'il y a eu trop de bruit, trop de choses. On sent la colère monter. Ça va être très dur pour la classe et la maîtresse et pour lui, pour faire redescendre l'émotion. C'est, allez, viens, je t'écarte et je t'emmène. Je change d'environnement et je suis là pour voilà, faire redescendre l'émotion, faire aider pour après pouvoir se reconcentrer. C'est la deuxième chose que je vois, que je note. La troisième, c'est aider pour les interactions avec les autres enfants. Dans la cour de récré, il a un rôle, l'AESH, c'est-à-dire que d'aider à mettre en place pour que l'enfant joue avec les autres, pour après se mettre un petit peu en retrait. L'objectif de l'AESH, c'est quand même d'être là quand l'enfant a besoin et de se mettre en retrait le plus possible, d'être presque son ombre, pour que justement il puisse faire de lui-même. On parlait d'autonomie tout à l'heure. L'autonomie, c'est pas l'aider que l'AESH elle soit tout le temps avec lui et elle réponde à tout, qu'elle joue avec lui dans la cour de récré. Il y a aucun intérêt. L'objectif, c'est qu'il soit capable de jouer avec les autres enfants. Donc d'essayer, il joue pas tout seul avec les autres enfants. Naturellement, lui, il a envie de jouer avec son AESH, mais pas parce qu'il a pas envie de jouer avec les autres enfants, mais parce qu'il n'y arrive pas. Donc l'aider à comprendre les jeux, ou créer un petit jeu avec Oscar et les autres enfants et le laisser faire. Donc voilà, être un peu en retrait et lui donner confiance aussi. En maternelle, il y a beaucoup de temps de regroupement où la maîtresse va par exemple lire un livre, lui poser des questions derrière. Bon bah Oscar, même s'il a la réponse, il levait pas la main, il il n'osait pas en fait répondre, il se sentait un peu à côté. Donc la ESH, elle est là pour lui dire allez vas-y Oscar, ou peut-être voir lui poser la question en one to one pour savoir s'il l'a et dire vas-y lève la main. Euh, et voilà, l'objectif c'est voilà, on a vu les changements. On nous a dit bah maintenant Oscar il lève la main dans les regroupements, il a plus peur, il ose répondre, mais tout ça c'est un travail sur le long terme, petit à C'est petit. ça. C'est des petites des petites briques qu'on met et sur lesquelles on travaille. Mmh. Et du coup, là, à la rentrée, il rentre en CP. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements qui sont possibles ou ça va être justement la continuité avec l'AESH? Bah déjà, je sais pas s'il va y avoir une AESH parce que, comme je disais, il y a une pénurie de recrutement, donc il y a beaucoup de parents qui se retrouvent sans accompagnement. Donc ça c'est ma hantise parce que j'ai vu tous les progrès qu'Oscar a fait pour, enfin, quand même, à la fin de la grande section, on me dit, ah, mais votre fils, il n'y a aucun problème scolairement. Faut travailler le comportemental, mais c'était pas gagné hein, quand il est rentré à l'école. Il n'y a pas de problème scolairement, mais pas du tout. Il savait pas tenir des ciseaux, il y arrivait pas, il répondait à côté des choses. Enfin, c'est quand même un grand ouf qu'avec le bon accompagnement, on arrive. Et alors, les aménagements déjà, juste pour l'entrée en CP, il y a eu des aménagements parce que les enfants vont visiter leur future école. Enfin, en tout cas, ils ont fait ça dans les écoles à Asnières où l'enfant va visiter sa future école, c'est organisé. Bon, bah, Oscar, il a eu le droit à plus de visites, par exemple. D'accord. Son éducatrice spécialisée, elle est avec lui, elle a pris des photos et elle lui a créé un petit livret pour les vacances pour appréhender les changements parce qu'il va changer d'école, il va changer d'AESH qu'il a eu pendant 3 ans, il va changer d'accompagnement parce que voilà, il y a certaines personnes qui seront plus là, ils changent de maîtresse, même si ça c'est le cas tous les ans, il les voyait quand même dans la cour de récré, donc tous ces changements
c'est un petit cocktail explosif émotionnellement. Donc, il a un petit livret qu'on lui lit plusieurs fois avec les photos. Ça sera ton école. Ça sera ta maîtresse parce qu'on lui a attribué une maîtresse. Normalement, les enfants savent pas la maîtresse qu'ils vont avoir, mais pour lui, c'était important. Du coup, il a vu la maîtresse. On a pris une photo. Il est allé dans sa classe. Il a passé un peu de temps. Tous les enfants allaient dans une classe de CP pour voir comment ça marche, mais lui, il a été dans la classe de sa maîtresse. Donc, il y a quand même ces choses-là qui ont été mises en place pour lui, pour que ça se passe mieux. Et ensuite, c'est le grand mystère. Après, j'ai discuté quand même avec la directrice qui est très très concernée dans tous les sujets du handicap. Donc, on sait que ça sera un peu comme à la maternelle, où il y aura des aménagements qui seront faits. J'en ai pas parlé, mais par exemple, Oscar, à la petite section, à la moyenne section, il avait un petit bureau un peu isolé des autres enfants. Parce que quand il était dans une table avec tous les autres enfants, en fait, il n'y arrivait pas, il avait besoin de ce petit retrait. Et c'est des petites choses qui peuvent changer complètement le quotidien d'un enfant qui a un handicap et le quotidien de la maîtresse. Donc voilà, je pense que l'école va être en mesure de faire ces ajustements. Rien de prévu, puis comme je disais, les écoles, c'est un peu les boîtes noires, donc on aura la surprise à la rentrée. Ouais, il y a des choses que vous mettez en place justement pour qu'Oscar il ait confiance en lui au quotidien, à l'école et dans la vie de tous les jours. Alors, on va dire que on fait pas des choses spéciales, mais en effet, c'est un sujet, la confiance en lui, parce que c'est des enfants qui sont quand même en échec sur plusieurs choses, qu'ils n'arrivent pas, et puis ils se rendent bien compte assez vite qu'ils sont un peu différents. On va dire que la chose qui est importante, c'est que la maison, ça soit un terrain neutre, ça soit un endroit où il n'y a pas de jugement. Et puis, on va dire que on l'aime naturellement, c'est notre fils, mais on fait attention à avoir extrêmement des témoignages d'amour qui soient euh, extrêmement concrets et que ça soit pas sous-entendu quoi. Et de dire les choses, euh, de dire oui, parce que lui, il nous en fait voir dans tous les sens à la maison aussi. Hein. Les troubles, ils s'arrêtent pas, non pas de la porte, pas du tout. Il y a plein de problèmes ou des comportements très difficiles, mais on essaie de lui faire comprendre, et j'espère et je pense qu'il a compris que ça ne remettra jamais en question l'amour de ses parents. Donc ça, c'est pour un peu qu'ils se disent, on m'aime quoi qu'il arrive. Et de le dire, de le témoigner, de le démontrer, de le prouver pour que il n'y ait pas d'ambiguïté, quoi. On t'aime quoi qu'il arrive et tu le sais. Et l'autre chose, c'est qu'il voit l'admiration de ses parents dans les yeux. C'est-à-dire qu'on le complimente beaucoup quand il arrive à faire quelque chose, vu qu'il est dans l'échec sur d'autres choses qu'il n'arrive pas. Il a son petit frère de 3 ans qui arrive à faire plein de choses que lui n'arrive pas. Donc, on compense en le complimentant sur les choses sur lesquelles il arrive, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il est extraordinaire. Donc, et on voit le sourire aux lèvres quand on lui fait un compliment, on voit les yeux qui pétillent quand on lui dit «Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est toi qui as fait ça, mais t'as fait ça hyper vite, ce puzzle là, t'as fait 100 pièces, mais c'est pas possible.» Et là, il a la banane, il est content, il est fier de lui. Donc voilà, on va dire que là où naturellement j'aurais pas exacerbé parce que j'avais pas non plus envie de faire des enfants rois qui pensent qu'ils sont forts dans tout. J'aime pas, j'aime bien l'idée quand même qu'ils soient au courant de là t'y arrives pas, là t'arrives bien. Nous on exacerbe un peu pour Oscar parce qu'il en a besoin. C'est ça. Et du coup, quels conseils tu pourrais donner à des parents justement qui vont faire entrer leur enfant à l'école qui a un trouble du spectre autistique? En fait, comme je l'ai dit, c'est de pas se voiler la face s'il y a besoin d'un accompagnement, essayer de le faire au maximum. C'est pas qu'on veut pointer du doigt votre enfant. De toutes les manières, si une maîtresse, une directrice d'école dit il a un problème, que ça soit, qu'importe l'étiquette qu'on met,
c'est pour son bien qu'il y a besoin d'un accompagnement. Parce qu'en fait, c'est pas, on a tous peur hein, de stigmatiser, de l'étiquette, de tout ça, mais en vrai, c'est pour son bien. Même nous, on y pense de se dire, ok, la ESH, s'il n'arrive pas à en avoir une, peut-être que ça sera, c'est pas grave, ça reste quand même une béquille, on a envie qu'il soit autonome, tout ça, mais en vrai, s'il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'un accompagnement. Donc il faut le dire que pour son bien-être, pour son émotions, donc faut pas hésiter. On me l'a dit, donc je repasse le conseil, plus on s'y prend tôt, plus on peut faire des choses. Moi, les progrès d'Oscar ont été extraordinaires. Alors, je ne sais pas ce que je peux attribuer de c'est l'accompagnement, de c'est juste lui qui a grandi, mais il y a quand même ça qu'il faut dire. Donc mettez le paquet dans les mesures de ce que vous pouvez, mais de toute façon, vous devrez soulever des montagnes, donc allez-y, retardez pas la chose. Essayez de faire une relation de confiance au maximum avec la maîtresse, les aides, l'école, parce que c'est pas donné qu'ils vont vous dire tout ce qui se passe. Je pense que parfois ils ont vraiment peur que ça soit un retour de bâton, qu'on va leur reprocher des choses. Donc essayez d'instaurer une relation de confiance pour gratter de l'information et ben voilà, plus on en apprend, plus après on peut adapter des choses. Et Pour terminer l'épisode, j'aimerais savoir si tu avais un message justement à faire passer au corps enseignant avec la rentrée là qui va arriver, qui vont accueillir peut-être un enfant ayant un trouble. de la patience. Non, en fait, ce qui est très dur, et la maîtresse nous l'a très bien dit en fait cette année, elle a mis des mots sur un peu ce qui est pareil pour nous. C'est-à-dire que moi j'ai un enfant je grandis avec lui là, hein, je découvre, j'ai fait plein de choses qui étaient pas forcément ce qu'il fallait faire, et je découvre des choses qui changent la vie. Mais en vrai, on sait jamais quand il y a un comportement inadapté. C'est difficile de savoir. C'est parce que c'est l'autisme là. Je sais pas, quelque chose. C'est parce que voilà, c'est l'autisme, ou en fait c'est juste un problème de comportement et qu'il faut pas laisser passer, parce que forcément une maîtresse qui doit tenir une classe, bah elle doit pas laisser couler des choses. Donc elle nous disait, en fait, des fois, je le punis, puis je me dis, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que je dois laisser passer? Est-ce que c'est parce qu'il est autiste? Ou est-ce que là, bah non, en fait, il a dépassé les bornes et c'est un enfant comme les autres, donc il faut pas qu'il s'extrait à la règle. Et nous, c'est pareil au quotidien. C'est-à-dire que cet arbitrage de je le punis pas, c'est de sa faute, pas de sa faute, je sais pas trop. Ben, il y a des fois où on l'a puni et on a découvert après coup que oui, en fait, c'était l'expression d'un mal-être, et puis des fois, ben, peut-être qu'on laisse passer des choses alors qu'en fait c'est un caprice. Donc il faut savoir que c'est très difficile pour le corps enseignant. Euh, donc euh, donc vous n'arriverez pas à tout faire juste, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a des choses qui sont pas du ressort de l'enfant, et que c'est l'expression d'un mal-être, l'enfant qui fait la bêtise, tout ça, l'expression de quelque chose. Quand je dis mal-être, ça peut être quelque chose de grave, comme je sais pas, une lumière qui perturbe, quelque chose qui perturbe. Donc essayer d'armer de patience et d'apprendre à connaître l'enfant, de le valoriser. Comme je disais, aujourd'hui, la maîtresse, voilà, elle a dû poser des questions à Oscar dans les temps de regroupement pour qu'il ose lever la main, parce que c'est des enfants qui en ont besoin, parce ils sont conscients qu'il y a des échecs. D'aménager au maximum quand vous pouvez. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, comme je disais, l'enfant qui va craquer émotionnellement, et donc ce qui va faire vivre un enfer, bah allez, on le sort, on lui fait faire une pause. Je parlais de la petite table en retrait pour ça. Moi, j'ai eu des corps enseignants qui l'ont fait, mais je sais pas le niveau d'acceptation de tout le corps enseignant. Donc c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais si ça l'est pas, en tout cas, vraiment accepté. Et se former au maximum, parce que mine de rien, je pense pas qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui ont un trouble de l'autisme, mais je pense qu'il y a de plus en plus de diagnostics en fait. Donc, je ne pense pas que dans une carrière d'enseignant on l'a pas. Et l'autisme, il y a plein d'autres handicaps, hein, ou d'autres troubles dans les TDAH et tout ça, donc et qui ont
Par exemple, TDAH, HPI, autisme, c'est de plus en plus diagnostiqué, mais il y a beaucoup de troncs communs dans la gestion des émotions, les routines, ce genre de choses. Donc les solutions peuvent être communes, en fait, elles peuvent aider. Et il y a plein de choses qui vont vraiment changer la situation, qui vont apaiser la situation. Nous, on a mis en place un timer, par exemple, avec Oscar, ça l'aide énormément d'avoir un petit timer sur certains temps, d'avoir des consignes visuelles, c'est-à-dire quand la maîtresse dit vous prenez stylo, rien rond, on coupe et on colle. Là, il va y arriver, alors qu'il va avoir le dé en l'air si c'est quelque chose qui est dit oralement. Donc en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place, mais il faut les savoir. Et c'est la formation, franchement, personne n'est formé. Même les AESH, elles sont pas formées. Elles deviennent AESH, elles ont le droit de se former. Donc il y a celles qui vont le faire et celles qui vont pas le faire. Mais c'est-à-dire qu'elles peuvent commencer à travailler sans avoir eu un jour de formation sur le handicap. Enfin, c'est quand même fou de se dire ça. Donc il faut se former, il faut avoir envie parce que en plus, comme je disais, il y a plein de choses. Les aides visuelles, les timers, ça peut aider à la fois un enfant qui est TDAH et un enfant qui est autiste. Et chaque handicap a des spécificités, mais oui, ça va changer la vie de la classe s'il y a des petites choses qu'on met en place qui sont faciles. Moi, en tout cas, ça va changer la vie. C'est super. Écoute, merci beaucoup Betty pour ton témoignage et puis on souhaite une belle rentrée à Oscar. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.